Bon, je vais continuer J'en ai plein d'autres, je vais aller de plus en plus vite, hein, quand même, parce que, en fait, vous avez vu sur les premiers exemples qu'on a beaucoup de choses qui se recoupent dans les pratiques numériques. Il y a tout ce qui est lié à la relation entre les amateurs et les professionnels. Il y a tout ce qui est lié au changement par la masse, la constitution de plateformes, mais derrière la masse de documents disponibles. Il y a ce qui est lié à la mobilité, la rapidité dont je viens de parler. Donc vous voyez, on a un peu tous ces phénomènes-là, et puis cette inquiétude et opportunité, parce qu'il faut toujours regarder deux choses, inquiétude et opportunité du passage à un coût marginal qui tend vers zéro, qui crée une opportunité, l'opportunité du partage de la culture et de la connaissance, et une inquiétude sur les modèles économiques qui vont être utilisés par ceux qui produisent justement cette culture et cette connaissance qui va être partagée. Alors, autre changement donc, qui est radical, c'est la recherche documentaire. Hein, donc, nous avons aujourd'hui une plateforme, alors, il y en a plusieurs, il y a Google, et encore Google. Baidu, c'est le Google chinois. Donc là, effectivement, ils sont nombreux, mais sinon, c'est Google. Alors ça, c'est un peu inquiétant quand même, cette idée de penser que l'accès à la multiplicité des documents qui est sur le web passe par un entonnoir, par un service, par la fenêtre de cet entonnoir. Et ici, c'est le doodle de Google le jour de ses 14 ans. Donc ça fait 14 ans maintenant que Google existe, et il y a 15 jours. Donc on est dans une situation qui crée un monopole. Alors Google essaye d'expliquer que ce n'est pas un monopole, mais que c'est inévitable, que la recherche documentaire doit forcément passer par quelqu'un qui capte tout le reste. Ça reste discutable, parce qu'en réalité, dans la recherche documentaire, quand vous posez des mots dans cette fenêtre de recherche, vous regardez la première page, et encore je suis généreux, les 3 premiers. Et dans ces 3 premiers, vous trouvez du grain à moudre, c'est-à-dire vous trouvez des réponses à la question que vous avez posée. Et d'ailleurs, à dire vrai, si elle n'est pas dans ces 3 premiers, vous allez changer votre question. Hein, donc vous n'allez pas explorer. On n'est plus dans... Donc tous les documents ne sont pas à égalité dans leur capacité à répondre à la question que vous posez. Mais un certain nombre vont être mis en avant. Alors, qu'est-ce que ça change? Ça change beaucoup de choses par rapport à l'activité d'une bibliothèque, par exemple, où le métier du bibliothécaire, c'est de mettre à égalité les documents, pas tous les documents du monde, d'accord, mais les documents qu'il a achetés, il les met à égalité, il les classifie, et c'est vous qui pouvez juger et donc découvrir des œuvres marginales ou des travaux hétérodoxes ou des choses comme ça. Là, aujourd'hui, on a un phénomène d'amplification de ce qui est déjà amplifié. Google met en avant les articles qui sont beaucoup cités. Donc on amplifie à nouveau, parce que comme il est en tête, vous allez le regarder à nouveau vous aussi, et vous allez donc le reciter vous aussi. Et donc, phénomène d'amplification permanent, phénomène de satisfaction plus que phénomène de proposition. La recherche documentaire d'une bibliothèque traditionnelle vise à vous proposer des œuvres. La recherche de Google vise à satisfaire votre demande. Pourquoi? Parce que si vous êtes satisfait, vous avez plus de chances de cliquer sur sa pub. Notamment si la satisfaction vient de cette pub, si vous vous y retrouvez. Et donc on a une distinction, c'est que c'est un problème de sociabilité de base, on ne cherche jamais, hein, si vous êtes commerçant, vous n'avez aucune envie de prendre à rebrousse-poil votre client alors que vous voulez lui vendre quelque chose. Si vous commencez par lui faire des réflexions, par l'amener à des choses qu'il n'a pas envie, ben, voilà, si vous commencez par lui présenter la fringue dont il n'a pas envie, il part. Il ne regardera pas les fringues dont il pourrait avoir envie. Google, c'est pareil. Et donc, il y a un problème de savoir que le modèle économique de la recherche documentaire, c'est ce qui devrait permettre de vous ouvrir sur le vaste monde, et au contraire, un modèle économique qui gère sur la satisfaction. Ensuite, deuxième aspect, c'est qu'il essaye, pour vous satisfaire, d'utiliser ce qu'il sait de vous. Donc, phénomène de traçage. Et qu'en fait, quand je vous disais tout à l'heure que le mobile que vous avez dans la poche est avant tout un espion qui sert par ailleurs à téléphoner, Google, c'est un peu pareil. C'est avant tout un espion qui capte vos traces pour faire de la publicité et qui par ailleurs vous rend un service, et il le rend bien. Parce que quand même, il faut être réaliste, il le rend bien. Moi, je suis souvent très satisfait par ce que je trouve dans les 3 premières réponses.
surtout si ma question est très ciblée. Donc, autre problème de la recherche documentaire, c'est que quand je vous disais tout à l'heure que la culture informationnelle, c'est pas seulement savoir retrouver les documents, mais les évaluer. Or, on a ce phénomène, si vous regardez une liste de réponses de Google, il y a une chose qui manque, une chose quand même assez importante, c'est la date. Quelle date ce document a été créé? Et vous pouvez rechercher des choses sur un sujet, si ça date d'il y a 10 ans, vous pouvez vous dire que les choses ont changé. Hein, donc on a une perte de cette critères de jugement qui sont des critères qu'auparavant les bibliothécaires ou les documentalistes inscrivaient dans ce qu'on appelle les métadonnées. Alors je ferai un cours sur les métadonnées pour justement comprendre cette articulation-là. Là, on est dans un autre phénomène qui est un phénomène de concurrence. On appelle ça le SEO, Search Engine Optimization. C'est un phénomène de concurrence pour être en tête d'une liste dans la satisfaction. Voilà. Le web participatif, qu'on a appelé pendant un temps Web 2.0. Donc là, c'est l'idée que, en fait, ce sont les usagers qui vont produire le contenu qui servira ensuite à capter de nouveaux usagers. C'est un plan génial. Imaginez, vous êtes un commerçant et c'est le client qui fait tout le boulot. C'est quand même super, ça. D'ailleurs, c'est ce qui se développe de plus en plus. Vous allez Carrefour à côté, et c'est vous qui passez vous-même, qui jouez à la marchande sur la caisse électronique avec vos produits, etc. Donc de plus en plus, on déporte une partie du travail sur le consommateur lui-même. Avec les réseaux sociaux, avec le Web 2.0, avec la blogosphère, avec les tweets, etc., c'est encore pire. Twitter ne produit rien d'autre que de vous laisser produire. Donc voilà. Donc là, on a là aussi un changement radical et qui est lié à une chose très particulière, c'est la mobilité. Là aussi, la plupart des gens n'accèdent pas à Facebook ou à Twitter à partir de ou à Instagram ou à tous les nouveaux réseaux sociaux. Ils n'y accèdent pas à partir d'un ordinateur, d'un poste fixe. Ils le font aussi, bien évidemment, mais ils le font à partir d'applications. Si vous avez une page Facebook, vous lisez Le Monde et on vous propose, en tant que Hervé Lecronier, avec sa page Facebook, de commenter l'article du Monde. C'est-à-dire, le système d'accès à ces réseaux sociaux, ce n'est pas uniquement d'aller au club social du quartier, quoi. On n'est plus dans cette logique-là, on est vraiment dans une logique d'omniprésence, d'ubiquité de ces réseaux sociaux, pour que vous soyez sans arrêt en mode de production du contenu qui va faire la valeur du réseau social. Et ça, c'est un modèle économique radicalement nouveau. Juste une chose, quand on crée la valeur du réseau, c'est qu'on devient le produit. Et donc le phénomène de traçage dont je parlais auparavant est quand même quelque chose de très important. Vous créez la valeur et vous êtes en même temps le produit. Il y a un proverbe de l'Internet qui est assez ancien qui dit « si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit ». Alors, question de sociabilité. On a en théorie de la communication quelque chose qu'on appelle la communication fatigue. La communication fatigue, c'est juste les petits mots qu'on s'échange qui montrent juste qu'on est connecté. Allô, etc. C'est des mots qui mettent en œuvre la communication, le transfert, le fait qu'il se passe quelque chose, beaucoup plus qu'un contenu. Aujourd'hui, le mot fatigue le plus employé, par écrit, sur les SMS ou par oral, t'es où? T'es où? C'est-à-dire, comment on va se joindre? Et donc là, on a un changement de la sociabilité. On ne vérifie plus qu'il y a une connexion, allô, pour se dire quelque chose, mais on dit t'es où? Comment est-ce qu'on va se voir, se rencontrer, poursuivre la relation sociale que nous avions, même si nous sommes séparés à distance? C'est je quitte le lycée et je continue à envoyer des SMS aux copains que je viens de quitter il y a 5 minutes. Je construis donc un autre espace qui est à la fois géographique et temporel, avec des autres, dans une autre sociabilité, alors même que dans l'espace géographique matériel, dans l'espace topologique, je me suis déplacé, je ne suis plus avec la personne. Donc on a une sociabilité qui perdure par-delà le fait que les gens ne soient plus ensemble.
Ça, c'est radicalement nouveau. C'est vraiment quelque chose qui change la vie. Sur les réseaux Facebook, les gens gardent les amis qu'ils ont rencontrés dans les voyages. Et donc, s'ils repartent à un moment donné, ils vont avoir déjà, dans toute ville où ils arrivent, tous ceux qui ont fait Erasmus, il y en a parmi vous qui ont fait Erasmus? Non. Tous ceux qui ont fait Erasmus, ils ont rencontré dans la ville où ils étaient en Erasmus des gens venant de toute l'Europe. Et dès lors, ils ont des contacts partout. Ils ont gardé ce contact, même s'ils ne se voient plus depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Et le jour où ils vont aller à Berlin, à Madrid ou à Londres, ils vont avoir déjà des gens à contacter. On a un phénomène de sociabilité qui est à la fois par-delà les distances, mais aussi par-delà le temps, qui maintient des liens faibles. Le terme « ami » de Facebook, tout le monde en rigole parce que ce n'est pas des amis, bien sûr. Mais c'est un lien faible qui finit par servir. Alors, il sert parfois en termes professionnels, ce qu'on appelle les réseaux sociaux professionnels, comme LinkedIn, mais il sert aussi à la vie, à la sociabilité générale. Autre aspect de sociabilité, c'est on joue ensemble. Non pas l'un contre l'autre autour d'une table de bridge ou d'un Monopoly, mais on est ensemble dans un univers qui est créé, c'est World of Warcraft, c'est l'ensemble des jeux par immersion, et qui risque d'être un phénomène qui va se développer de plus en plus avec ce qu'on appelle les ultra broadband, c'est-à-dire non seulement la bande passante très rapide qu'on connaît à l'heure actuelle, mais qui est hyper rapide, dont on ne sait pas trop d'ailleurs ce qu'on va en faire, à part permettre aux gens d'avoir des lunettes Google, c'est la lunette qui nous permet de regarder directement sur l'écran, et d'avoir dans cet écran un univers dans lequel on va être plongé dans des jeux par immersion, dans des situations par immersion. Donc là, aujourd'hui, ça fait partie d'une forme de sociabilité. Hein, le jeu, c'est bien connu, crée la relation entre les gens. Et bien là, on a des jeux virtuels, des jeux à distance, y compris parfois pour se mettre en équipe, pour aller tuer tout le monde dans les jeux je te dégomme le premier. Donc voilà. Donc on a un changement de cette sociabilité. Commerce électronique, on peut faire ses achats en ligne. Et on peut faire soit ses achats, soit ses pré-achats. C'est-à-dire aller faire de la comparaison de prix, comparaison de qualité, ce qu'en disent les gens qui ont déjà acheté. Les hôtels, maintenant, vous avez toujours les clients, vous allez regarder, est-ce que les clients sont finalement contents ou est-ce qu'en réalité l'hôtel il est au bord d'une autoroute et on ne peut pas dormir de la nuit. Donc ça, on a une relation nouvelle à ce qu'on va acheter qui est liée à l'Internet. Il y a la possibilité d'acheter en direct, au moment. On sort sa carte bancaire. C'était il y a 10 ans seulement la grande crainte que jamais l'utilisateur ne sortirait sa carte bancaire pour faire confiance à Internet qui, comme vous le savez bien, est un réseau qui est rempli d'espions pédophiles, nazis, mafieux, etc. Donc, personne n'allait mettre sa carte bancaire. Mais ce n'est pas vrai. Mais qui parmi vous n'a jamais mis sa carte bancaire dans un système Internet? Vous êtes minoritaire. C'est fini. D'accord? Donc, la plupart du temps, les gens maintenant n'hésitent pas à mettre leur carte bancaire. Donc ça, c'est un changement là aussi assez radical. Autre changement, tous vendeurs. Tout peut se vendre. Et donc vous pouvez vendre ce que vous avez. Le Bon Coin ou sur Amazon, vendre vos livres d'occasion vous-même. eBay auparavant avec le système par enchère. Et donc on est dans une logique où tout le monde devient vendeur. Donc on va participer avec les autres vendeurs, on est dans le même univers. On a aussi le phénomène des micro-paiements. Paiements soi-disant inodores, incolores, qui font pas mal, $1. Puis en réalité, quand on reçoit sa facture à la fin du mois, c'est typiquement le paiement des apps. Vous prenez une app sur votre téléphone, votre ordiphone, et puis elle vaut 1,50 €, elle vaut 2,20 €, elle vaut, excusez-moi, 1,49 € et 2,19 €. Le 9 appelant le 10, donc il vous appelle. C'est principe marketing. Donc voilà. Donc, et à base de ces micro-paiements-là, ce sont finalement, vous, des sommes importantes que vous dépensez, et pour les gens qui captent cet argent-là, ça devient des sommes très, 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 très importantes. Un des premiers phénomènes où on a vu ces micro-paiements se développer, c'était en Corée. Ça s'appelait les Hompi. Hompi, des formations coréennes de la Hompage. C'était avant la pop coréenne.
et où les gens achetaient une monnaie qui s'appelait le dotoro, c'est-à-dire la noisette. Ils achetaient à leur opérateur téléphonique des noisettes, et avec ces noisettes, ils achetaient des biens virtuels qu'ils offraient en cadeau à leurs amis. En principe, en Corée, quand on va chez quelqu'un, on lui donne quelque chose, donc micro-paiement tout petit, mais sur les 10 millions d'utilisateurs de Rompi, ça devenait des sommes absolument énormes, tout ça pour des biens virtuels, c'est-à-dire des biens qui n'existaient pas. Voilà. Encyclopédie. Wikipédia est devenue la première destination du web, après Google, puisqu'on sert de Google pour aller sur Wikipédia. Phénomène de société. Vous ne pouvez plus aller dans un restaurant sans avoir forcément, si vous regardez bien, quelqu'un qui va sortir son ordiphone et faire sa recherche sur Wikipédia pour savoir la date de naissance du dernier chouchou à la mode ou qui a construit l'église qui est derrière, fait les vitraux. Enfin, sans arrêt, il y a quelque chose à demander à Wikipédia. Parce que phénomène très nouveau, tout est devenu sujet d'encyclopédie. Puisqu'on n'est pas limité par la taille du papier, tout est devenu sujet d'encyclopédie. Le titre d'une chanson elle-même, il y a une entrée d'encyclopédie où on développe l'intérêt de la chanson, la date de production et la personne qui tapait du pied derrière et que ça s'entend au micro. D'accord ? Donc on est dans une situation où toute personne qui sait va partager son savoir. Et ça, c'est un phénomène radicalement nouveau, quand même. On était parti de l'idée, il y a 10 ou 15 ans, que c'était les gens qui savaient qui parlaient aux gens qui ne savaient pas. Que c'était les médias, la télévision, les journaux, les profs, hein, tous ces gens qui savent qui parlent aux gens qui ne savent pas. Wikipédia nous montre que ça ne marche pas du tout comme ça, que les gens, dès qu'ils savent quelque chose, et ils ont tous quelque chose qu'ils savent, ils ont envie de le partager, et donc de le donner à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle la pulsion épistémique. La pulsion à la connaissance est quelque chose qui existe et qui est anthropologique, qui est intrinsèque aux êtres humains. Et pour la première fois, on leur donne les moyens avec Wikipédia, on leur donne les moyens de l'exprimer, et ils le font. Et c'est le plus grand succès du monde. Et là, on doit se poser des questions. Et si on donnait les mêmes moyens aux gens pour d'autres applications épistémiques, d'autres applications où ils savent? Et là, on peut aussi avoir des problèmes de pratique, des idées nouvelles qui vont émerger. Voilà. Je ferai un cours complet sur Wikipédia dans la formation. Changement dans la science. Changement à 2 niveaux dans la science. 3 niveaux, excusez-moi, 3. Toujours 3, 3 c'est mieux que 2. Premier niveau, la publication scientifique. Un chercheur fait une expérience. Bon, c'est bien gentil, s'il fait une expérience et qu'il est seul à connaître, ça ne sert à rien. Donc il va diffuser les résultats de cette expérience. Voilà comment j'ai fait, voilà les résultats que j'ai obtenus et voilà les conclusions que j'en tire. Il fait ses articles scientifiques et il les diffuse. Modulo un principe de contrôle par les pairs, c'est-à-dire d'autres scientifiques regardent et disent « oui, c'est crédible, on peut le diffuser ». Ou disent « non, c'est pas sérieux, on ne diffuse pas ». Donc, il y en a des revues scientifiques, ces revues sont très chères. Quand je dis très cher, c'est très cher. C'est plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. D'accord ? Bon, ces revues-là sont lues par très peu de gens. Donc, elles sont diffusées auprès de peu de bibliothèques, ce qui explique d'ailleurs leur très grand prix. Puis à côté de ça, on a ce coût marginal qui tend vers zéro du fait de distribuer les documents numériques par le chercheur lui-même. Et donc on ouvre une porte qui s'appelle Open Access, la capacité pour les chercheurs à distribuer directement auprès de leurs collègues, auprès de leurs amis, le savoir qu'ils ont accumulé, les articles qu'ils ont produits. Et ça a un effet secondaire, c'est qu'il est devenu accessible par des non-scientifiques ou par des scientifiques d'un autre domaine. Là où une revue hyper spécialisée et très chère n'est élue que par les gens du domaine, maintenant, à partir du moment où c'est disponible, on peut penser que quelqu'un d'un autre domaine va s'enrichir. Transdisciplinarité de ce travail-là, et le grand public va s'enrichir du travail scientifique. Vous avez peut-être été, il y a 3 jours, à l'Amphidor voir le film de Gilles-Éric Serralini qui a sous-produit d'un article scientifique. Donc on voit bien que le grand public s'intéresse là aussi à la science. D'ailleurs, on voit se développer, c'est le deuxième point, une science participative. C'est-à-dire on voit de plus en plus des systèmes scientifiques où on demande aux gens de participer à l'expérience scientifique. Ça a commencé avec cette expérience où on voulait décrypter tous les signaux qui arrivaient du ciel. C'était SETI at Home.
utiliser chaque ordinateur et sa puissance pour décrypter les signaux qui venaient du ciel pour entendre les voix des extraterrestres. Ça n'a pas marché. Mais bon, ça ne veut rien dire, hein. La science, c'est toujours continuer demain. Puisqu'on cherche, on va trouver. Donc ça, c'était la Botanica, où on demande à tous les botanistes, quand ils vont se balader, de noter les plantes qu'ils n'avaient pas vues auparavant, puis qui maintenant sont installées dans un territoire ou les plantes rares, et de le mettre sur la banque de données, ce qui permet d'avoir une répartition géographique de toutes les flores, collaborative par tous les botanistes. Certains sont professionnels, d'autres sont amateurs. On a comme ça des tas de systèmes, notamment dans les sciences naturelles, et on commence à voir ça de plus en plus. Par exemple, il y a des gens qui demandent le génome, de cracher dans une petite baguette pour avoir votre génome et en faire participer à créer ce qu'on appelle la génomique. Donc participation, deuxième aspect. Et le troisième aspect, c'est big data. C'est-à-dire, comme on a des capteurs partout, on a d'immenses masses de données. Et la science qui auparavant, avec peu de données, cherchait à faire des déductions, des raisonnements, maintenant qu'elle a beaucoup de données, cherche à faire des corrélations. Certains appellent ça le quatrième paradigme, ou donc les big data. C'est un danger épistémologique, j'aurai le temps d'y revenir, parce que les données et les corrélations ne font pas forcément du raisonnement, ne font pas forcément progresser la connaissance. Mais on obtient des corrélations, et plus on a de données, plus on peut obtenir des corrélations entre tout et n'importe quoi. Par exemple, entre la position de Mercure et de Vénus et l'humeur de la personne au moment donné. Ça s'appelle l'horoscope et ça marche depuis pas mal de temps. D'accord ? Donc la corrélation, c'est quelque chose qui est difficile à maîtriser en science. Alors, bon. Politique. La politique est très largement changée par l'existence de l'Internet. J'ai mis ici la photo d'une tweeteuse politique de la scène française. Mais ça a été lancé par la campagne d'Obama, qui a utilisé pleinement, il y a 4 ans, les ressources des réseaux sociaux, à la fois pour capter l'argent nécessaire pour exister dans les grands médias, c'est faire la publicité aux États-Unis, la publicité politique, qui est d'une violence rare, et puis pour mobiliser les gens. On l'a vu à d'autres événements, par exemple quand est proposé le traité constitutionnel européen en 2005, on a un prof de lycée qui était pro-européen, qui lit le texte et qui dit « mais ça ne va pas, ça ne correspond pas à ce qu'ils disent dans les médias », et qui décortique le texte, qui écrit ça, et qui se met à le diffuser tout simplement sur son blog par Internet, qui est repris à droite et à gauche, multiplié, amplifié, et qui va aboutir, bien sûr pas tout seul, mais il a participé, il a mis sa pierre, surtout qu'il était pour et qu'il s'aperçoit que ce n'était pas ça. Vous savez, les gens qui changent d'avis, c'est toujours très important en politique. Donc Étienne Chouard qui change comme ça la relation entre l'amateur et le politicien. Là aussi, on est nouvelle frontière. Ce qui ne veut pas dire que c'est simple, ça ne veut pas dire qu'il y a transparence, ça ne veut pas dire que c'est gagné. Il y a une forme d'irénisme aujourd'hui qui consiste à dire oui, à partir du moment où la parole est libre sur Internet, la politique est complètement changée. Ça, ce n'est pas très vrai. Mais on sent bien qu'il y a des modifications énormes de la vie politique, notamment une accélération de l'actualité permanente grâce à ces plateformes que sont notamment les télévisions en direct, les chaînes d'information en continu et des choses comme ça. La presse elle-même, qui reste la source d'information de référence, a de plus en plus des versions sur le web. Une presse qui n'a pas de version sur le web, en fait, elle ne peut pas être citée. Et donc, elle ne bénéficie pas de l'amplification qui est donnée par les lecteurs. C'est tout le débat qu'il y a à l'heure actuelle. Est-ce que Google doit payer les journaux à chaque fois qu'il met le titre sur sa page Google News? Il l'utilise, donc il doit les payer. Ou est-ce que le fait que ce soit gratuit fait que ça fait venir du client et que donc ça va vendre la publicité du journal lui-même? C'est un grand débat, c'est un débat de rapport de force, etc. La presse est aujourd'hui en danger. Il y a des grands journaux. J'ai appris que la semaine dernière, le Time-Picayune, c'est-à-dire le grand journal historique, qui a plus d'un siècle, de la Nouvelle-Orléans, vient d'arrêter complètement, suite bien évidemment de Katrina, suite de la dégradation de la vie à la Nouvelle-Orléans, suite des changements globaux, pratiques, géographiques,
qui se sont passés, mais aussi de ce basculement, il n'existe plus qu'en version numérique. À côté de ça, il y a les pure players. Ce qu'on appelle pure players, c'est les gens qui viennent par Internet. Des journaux qui n'existent que sur Internet. En France, c'est dans l'ordre le Huffington Post, puis Rue 89. Et le petit dernier, c'est Mediapart. Mais Mediapart est payant. Donc là aussi, nouveau modèle économique, tentative d'avoir des abonnements. Et bon, il est probable que Mediapart gagne plus d'argent que le Huffington Post, même s'il a moins de monde qui vient le voir. Ce qui change aussi dans la presse, c'est les commentaires de lecteurs. On n'est plus, comme je vous disais tout à l'heure, dans la logique de quelqu'un qui sait qui parle à quelqu'un qui ne sait pas, mais le lecteur peut réagir. Alors je vous disais en même temps tout à l'heure qu'il y a chez tout bon lecteur une pulsion épistémique, une pulsion au savoir. Mais quand on regarde les commentaires qu'il y a à la fin des articles de journaux, souvent on se dit que ce n'est pas très vrai. On est plutôt dans le commentaire de cours de récréation ou de café du commerce, quand ce n'est pas le commentaire complètement à côté de la plaque, la patte croche méchante face au journaliste qui a travaillé d'une manière ou d'une autre, etc. Enfin, donc, bon, tout n'est pas rose. Dans ce que je dis, je ne dis pas et je ne dis jamais on va vers le meilleur. Je dis on change. On change, mais ça ne peut pas forcément dire qu'on va vers le meilleur. Ça, c'est l'activité des humains avec ce changement qui fait que ça sera mieux ou moins bien. Les objets. À cause des RFID, des petites puces comme celles que vous avez en image, RFID, donc des identifiants radiofréquences, qui peuvent être déposés dans chaque objet. Ils sont devenus tellement petits qu'ils peuvent être déposés dans chaque objet. Et comme chaque objet peut avoir un numéro Internet maintenant, avec ce qu'on appelle IPv6, on peut imaginer très vite que tous les objets disposeront d'un accès Internet. Et là, ça va changer aussi radicalement notre relation à ces objets. Ces objets, alors on n'aura plus le téléphone comme espion, mais on aura notre veste, notre pull, tout ce qu'on a sur nous, qui sera un témoin de quand est-ce que ça a été acheté, où, par qui, etc. Et un capteur qui pourra éventuellement, si l'on obtient les droits, le lire. Donc là, vous voyez à nouveau un changement dans l'aspect de la vie privée, où tous nos appareils, à la maison, notre frigidaire, tout ce qu'on appelle la domotique, c'est-à-dire toute l'informatique et la robotique à l'intérieur de la maison, le compteur intelligent, le compteur EDF intelligent qui module la consommation électrique en fonction de la présence, etc. Tous ces éléments-là, pour notre bien. Pour notre bien, bien sûr, pour gagner de l'argent, on va avoir un compteur intelligent, mais en même temps, très intrusif sur la vie privée. Là aussi, quel est le rapport, quel est le curseur qu'il va y avoir entre les avantages et les inconvénients du fait d'avoir des objets partout qui sont devenus des objets capteurs et communicants. Quand je disais les plateformes, il y a aujourd'hui à Shanghai la construction d'un immense data center qui est fait pour l'Internet des objets, ce qu'on appelle l'Internet des objets. C'est-à-dire qu'il ne sera pas du tout pour les autres services de connaissances qu'on utilise, mais juste quelque chose de très rapide. Pourquoi? Parce qu'ils veulent devenir le Google de demain, c'est-à-dire la plateforme qui va être capable de gérer et d'exploiter l'information qui viendra de ces millions d'objets. Là aussi, c'est un changement, lui il est plus projectif que ceux dont je vous parlais auparavant, mais c'est un changement dont il faut vraiment tenir compte. Bon, l'éducation, bon, c'est simple, ceux qui avaient leur ordinateur d'ouvert tout à l'heure, visiblement ils n'écoutaient pas le cours, puis maintenant ils sont partis carrément, donc on est tranquille. De plus en plus, les gens viennent avec un outil numérique, que je disais tout à l'heure que les lycéens font entre 10 et 20 SMS par heure de cours, etc. C'est-à-dire qu'on a toujours une double présence. Une présence concentrée vis-à-vis de quelqu'un qui vous apprend quelque chose, que ce quelqu'un soit un prof en direct live ou que ce soit une lecture, par exemple, à côté. Et puis, ce qui nous déconcentre en permanence, c'est cette communication permanente que nous mettons en œuvre en même temps. On vient en deux temporalités simultanées. Alors, c'est quelque chose de radicalement nouveau. Est-ce que ça va avoir des conséquences anthropologiques? C'est-à-dire, est-ce qu'on va apprendre vite à vivre avec ces deux temporalités? Ou est-ce qu'au contraire, c'est perturbant? C'est le fameux livre provocateur de Nicolas Carr qui s'appelle « Google nous rend-il idiots ?» Dans ce livre, il explique que justement la perte de la concentration profonde
nous empêche d'accéder à des connaissances profondes, celles qui sont écrites dans les livres, qu'il faut du temps et de l'énergie pour pouvoir y accéder. C'est pas sûr, hein. C'est pas sûr, les deux, c'est possible, mais c'est pas sûr. Ça va dépendre de la capacité à apprendre à vivre sur des temporalités différentes. Ça va aussi apprendre à notre écologie numérique, c'est-à-dire comment est-ce que nous allons faire cohabiter les divers outils numériques. Il est clair que quand on a un système qui nous annonce tous les mails qu'on reçoit par un bip, ça ne favorise pas la concentration. Mais bon. Donc problème de l'éducation en général, c'est qu'on a cette nouvelle contradiction qui se met à exister entre une source de transfert de connaissances, qui demande donc du travail, de la concentration, et puis une source de transfert de plaisir, qui demande, au contraire, qui fait appel à notre côté le plus laxiste. Et excusez, je pense que vous êtes un peu comme moi, c'est toujours le côté laxiste qui gagne. Donc on est dans une situation où la relation, donc le prof, c'est quand même le casse-pied de service. L'éducation, l'école, c'est le casse-pied de service, alors qu'on a les médias à côté qui nous racontent la même chose en plaisir. Pourquoi le prof ne ferait pas de l'edutainment? D'accord? La finance. Il y a eu un premier Big Bang de la finance à la fin des années 80. On est en train d'en voir un deuxième qui s'appelle le High Trading Frequency, c'est-à-dire le trading à très très haute fréquence. Quand je dis très haute fréquence, c'est plusieurs milliers d'opérations par seconde, donc avec des possibilités de manipulation des cours par les gens qui maîtrisent ces systèmes-là, que ce soit déjà des gros opérateurs financiers ou des mafieux. Publicité. Traçage et profilage sont les deux mamelles de l'Internet, aurait dit Sully Prudhomme. Donc voilà, on est coincé aujourd'hui avec cette idée que la publicité doit être ciblée. Vous devez ne recevoir que la publicité qui va vous intéresser. Je ferai un long cours, 2 heures entières sur la publicité, qui en plus évolue au point que les gens définissent une science du marketing et de la publicité qui met en œuvre des calculs scientifiques. On a de la neuropublicité qui regarde à l'intérieur d'un IRM pour savoir quelles zones de plaisir sont activées par la vision de tel outil publicitaire. Et à partir de ça, on fabrique les outils qui sont le plus capables de vous influencer. On voit naître avec des processus scientifiques, des processus industriels, une industrie de l'influence. L'organisation des entreprises. Je disais tout à l'heure qu'on a cette histoire du coût marginal, mais on a un autre aspect des réseaux qui est très important, c'est qu'ils favorisent la baisse des coûts de transaction, c'est-à-dire le coût qu'on a pour capter un acheteur, et ils favorisent la baisse des coûts de coordination, les coûts pour qu'une entreprise qui a plusieurs pôles, au lieu de devoir réunir sans arrêt ses membres avec des voyages, des déplacements, au lieu d'avoir des concurrences entre pôles, etc., utilise le réseau pour réorganiser la fluidité dans ces entreprises. Donc on a un changement à l'intérieur des entreprises. On a un deuxième changement radical à l'intérieur des entreprises, c'est l'externalisation du travail. L'entreprise, finalement, c'est l'endroit où on passe des ordres, où on dit j'ai besoin de ce travail, j'ai besoin que soit rédigé un logo, un logiciel, un texte, etc. Qui me le fait pour le moins cher? C'est-à-dire on offre du travail à ce qu'on appelle les enchères inversées, et celui qui le fait pour le moins cher empoche le travail, ce travail-là, donc il n'y a plus de travail permanent. Là aussi, vous mesurez, c'est pas anodin du tout comme changement du point de vue de la vie de celui qui va être au travail, qui est un graphiste aujourd'hui, il est en concurrence mondiale, avec des graphistes en Inde, un programmeur informatique, il est en concurrence mondiale, et puis il est de plus en plus tout seul, isolé, voire acteur dans des media centers, dans des télécentres pour travailler, mais de plus en plus isolé. Ce qu'il peut vivre bien à un moment donné quand il en a besoin, qu'il préfère être chez lui, rester chez lui, etc., à terme, c'est une forme d'organisation du travail qui risque d'être délétère pour la sociabilité. On a donc tous ces changements qui sont à l'œuvre, et en même temps, on s'aperçoit que l'Internet, c'est un fabuleux outil de coopération.
Vous avez quelqu'un qui a un écran, et il y a forcément son voisin qui va venir lui parler de ce qu'il y a sur l'écran. Et il va y avoir un échange de savoir et de savoir-faire qui se fait là de manière systématique. Regardez autour de vous. Ah, tu ne sais pas faire ça, tiens, regarde, je te montre. Voilà, c'est sans arrêt un outil de coopération. On a vu que ça mettait en œuvre, dès qu'on le permettait aux gens de développer leur pulsion épistémique, ça le mettait en œuvre. Et donc, on a quelque chose de radicalement nouveau qui est disponible. Est-ce que ça va être utilisé pour atomiser, pour faire toutes les menaces un peu dont j'ai parlé, ou est-ce qu'au contraire, ça va être utilisé pour développer un aspect de coopération? Est-ce qu'on va chercher à ce que vous ayez la meilleure note possible à l'examen tout seul dans votre coin, ou est-ce qu'on va vous demander de travailler en commun pour présenter des choses, pour participer à la création de sites internet pour les uns, de livres pour les autres, etc. etc. Donc on a une espèce de ce que Joachim Benkler appelle la richesse des réseaux, qui renvoie à Adam Smith, la richesse des nations. Donc il dit que la pratique même du réseau favorise des formes complètement nouvelles et non marchandes. Là aussi, on a vu, alors que la théorie économique générale estime qu'on est tous des homo economicus, et c'est un peu vrai, puisque je vous disais tout à l'heure qu'on va devenir tous vendeurs avec les plateformes, avec Le Bon Coin, avec Amazon, etc. On va tous devenir vendeurs. C'est un peu vrai, ce n'est pas complètement faux. Mais en même temps, on s'aperçoit que nous sommes des gens qui sont capables de faire des choses pour un mode non marchand. Toute la distribution de gens qui distribuent gratuitement, qui mettent des licences pour qu'on réutilise leur travail, etc., sur un mode non marchand. Ça nous crée ce qu'on appelle les communs du numérique, c'est-à-dire quelque chose qui n'est ni totalement le domaine public, je ferai un cours sur le domaine public, ni dans l'ordre du marchand privé, mais qui est intermédiaire, qui est, disons, des biens gérés par une communauté de gens qui veulent bénéficier de la possibilité de l'Internet, d'avoir une baisse du coût marginal vers zéro et donc de la capacité à redistribuer ce qu'ils ont fait en commun. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en vivent pas. Un de ces exemples, c'est les logiciels libres. Il y a des formes de financement qui ont été trouvées pour que ces logiciels distribués gratuitement, donc qui ne sont pas vendus directement, néanmoins, leurs auteurs s'en servent et gagnent de l'argent avec ça, par la transformation du produit en service par ailleurs. Voilà. Donc je reviendrai sur tous ces éléments-là, mais qui dit bien commun, qui dit des choses que des groupes proposent au reste de l'humanité, dit qu'il y en a d'autres qui veulent se les approprier. Donc il y a des gens qui veulent prendre en main les brins communs, et c'est ce qu'on appelle le mouvement des enclosures. Donc ça existe depuis des siècles et des siècles, depuis que certains ont décidé que les terres communales dans lesquelles les gens pouvaient se nourrir, aller ramasser le miel dans les forêts, ramasser le bois pour chauffer, etc., allaient devenir des terres privées. Donc on allait mettre des enclos dessus, et bon, ça c'était un premier phénomène d'enclosure, mais ce phénomène se répète en permanence. Il y a toujours des gens qui veulent mettre la main sur des choses qui sont proposées par d'autres en commun. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure, c'est la richesse des plateformes vidéo qui ont réussi à se créer parce que les gens déposaient dessus des documents, soit qu'ils avaient créés eux-mêmes, soit des extraits de documents qu'ils avaient pris à d'autres et qu'ils voulaient offrir en partage, en prenant eux, le déposant, le risque juridique, et non pas la plateforme. Donc ces plateformes se sont créées comme ça, et puis à un moment donné, elles disent « Ah oui, mais maintenant il faut mettre de la pub ». Et donc j'ai distribué gratuitement mes cours, et sur Dailymotion, il y a de la pub dessus. Donc voilà, on est dans une situation qui est de captation. Alors ce n'est pas la seule, il y a plein de systèmes, des DRM dont je parlais tout à l'heure, qui font un risque d'enclosure. Dès qu'il y a du commun, il y a un risque d'enclosure, et donc il y a une nouvelle confrontation. Un nouvel endroit, donc une nouvelle forme de politique qui est comment éviter, ou pour d'autres comment gagner, la bataille des enclosures. Alors je vais conclure sur des tuyaux, comme j'ai commencé. D'abord, moi je constate que nous vivons, si nous regardons la presse et que nous regardons ce qui se dit sur Internet, nous vivons le règne de la plainte. Enfin, Internet, c'est une catastrophe, quoi. Les auteurs n'arrivent plus à vivre, les journaux meurent, la télévision n'est plus écoutée.
Puis en même temps, vous regardez autour de vous, jamais eu autant de musique, jamais eu autant d'écrits, jamais eu autant de sociabilité, même pour les gens qui n'arrivent pas à se voir. Quand on est tout seul dans sa chambre d'adolescent, on reste en contact avec ses copains. Jamais eu autant d'activités épistémiques, enfin tout ce que je vous ai dit là. Donc on a une contradiction entre cette plainte permanente et la réalité du monde qui bouge. Donc voilà, moi je pense que il faut arrêter le moment de la plainte, il faut regarder ce qui se passe réellement, prendre les opportunités et essayer de lutter contre le reste. Quand je dis ni idéologie californienne, c'est l'idée qu'Internet va tout changer. C'est à partir du moment où il y avait l'avant et l'après, maintenant on est dans un monde différent. Les règles économiques, non, les règles économiques, elles ont changé, mais il y a toujours des gens qui ont plus d'économie que d'autres. Les règles de politique, oui, elles ont changé, mais il y a des gens qui ont toujours plus de pouvoir que d'autres. Les règles de la science ont toujours changé, oui, d'accord, mais il y en a qui ont toujours plus de pouvoir que d'autres, etc., etc., etc. Donc on est dans une situation où ça n'est pas un changement radical, il n'y a pas un avant et un après, mais il y a une mutation profonde. Ce n'est pas non plus un front du refus. Aujourd'hui, c'est devenu assez simple. Nos ministres, quand ils ne veulent pas quelque chose, ils disent « oui, mais vous regardez, ça favorise Apple et Google ». Oui, ça favorise Apple et Google souvent parce qu'on n'a pas fait les choses qu'il fallait au moment où il fallait. Donc il faut non pas réfléchir en disant « je ne fais pas de numérisation des livres parce que ça favoriserait Google, je ne fais pas de vente des livres numériques, ça favoriserait Apple, etc. » J'essaie de raisonner sur comment on va s'y retrouver, comment on va développer la diversité culturelle, linguistique, dans ce nouvel univers. Voilà. Si on fait en 2 colonnes, on s'aperçoit qu'il y a une nouvelle modernité qui se met en œuvre. La modernité classique, c'est celle des auteurs, l'autorité, c'est celle des États-nations, c'est l'émergence de la science, enfin c'est tout ce qui s'est passé au XVIIe siècle, grosso modo, l'émergence de la modernité. C'est aussi l'idée du tribunal de la raison, c'est-à-dire un fait, une idée, une structure peut être mis en débat, mis en raisonnement, et celui qui arrive à démontrer que c'est meilleur, il va emporter le morceau. Donc ça va avec la démocratie, l'idée qu'on a la durée avec tout, et le concept d'universalité, c'est-à-dire la volonté en fait que les idées soient de plus en plus universelles. Tout ça a des défauts, bien évidemment. Derrière l'universalité, il y a l'universalisme, c'est-à-dire mon idée est universelle et la vôtre ne doit pas exister. Il y a tout ça, Mais bon, c'était une forme d'organisation qui a perduré jusqu'à présent. Et on s'aperçoit dans les dernières années, disons dans les 10, 20 dernières années, naît une nouvelle modernité qui, elle, est basée sur l'influence, non plus l'autorité, c'est-à-dire quelqu'un qui a démontré son autorité et qui peut s'en servir, par exemple un État qui va mobiliser les conscrits, des choses comme ça. Pour le meilleur et pour le pire, encore une fois. Là, on est dans l'ordre de l'influence. C'est des algorithmes prédictifs, des entreprises mondialisées en réseau, les big data dont je vous parlais, ou l'immersion dont on va venir, où on sera immergé dans un monde permanent. Ou au contraire, c'est non plus le tribunal de la raison, mais le tribunal de l'émotion. Celui qui va être capable de capter l'émotion des gens, de capter l'attention, et l'attention, elle est toujours liée à notre émotion, va être capable d'emporter des nouveaux pouvoirs. Donc c'est l'idée de l'urgence des médias, et ce fameux universalisme qui est le contraire de l'universalité. Alors moi je pense que, vous verrez dans l'ensemble de mon cours, je ne suis pas neutre au sens où j'ai mes points de vue, et donc ils transparaissent forcément dans ce que j'ai à dire, dans l'enseignement que je vous donne. Mais je pense qu'une chose est nécessaire, c'est d'en finir avec la techno-béatitude, l'irénisme. C'est-à-dire cette idée qu'il y a un problème, j'ai une technologie. Vous avez une question? Regardons les TIC, ça va nous sortir de tous les ennuis qu'on a connus. Et puis tout ce qu'on ne sait pas faire avec les TIC, on va savoir le faire demain. Tout ça, pour moi, c'est la techno-béatitude. Il y a des choses qu'on saura faire, d'autres qu'on ne saura pas faire, mais de toute façon, ce n'est pas vraiment le fond du problème. Le fond du problème, c'est de trouver un équilibre dans un nouveau monde. On ne pourra pas non plus revenir en arrière. On ne pourra pas faire comme si on n'avait pas des appareils symboliques interconnectés dont l'échange de transfert de données se fait pour un coût marginal qui tend vers zéro. On ne pourra pas faire comme si ça n'existait pas, puisque c'est là. Donc, comment en fait, dans ce nouvel univers, des vieux combats, les combats des esclaves
contre leurs maîtres se sont traduits par les combats des salariés contre leurs patrons. Et puis là, ça va se traduire par le combat des gens qui veulent partager la connaissance et de ceux qui veulent la capter. C'est juste des vieux combats anthropologiques, des vieux désirs anthropologiques, le désir de communiquer, le désir de trouver l'amour, le désir de s'exprimer, tous ces vieux désirs profonds de tous les individus, juste ils ont changé la nature. On est dans un nouvel univers qui va être ni meilleur ni pire, qui va être juste de nouveaux lieux au sens à la fois au sens géographique, un cyberespace, et puis au sens des idées, des modèles, des choses comme ça, le nouveau lieu en fait de construction de la société, et donc de ces débats, de ces contradictions. Surtout pas croire que Internet est unifié. Les gens ils nous parlent d'Internet souvent comme si c'était un même élément. Ben non, les vieilles confrontations qu'il y a dans le monde physique se retrouvent dans le cyberespace. Et c'est un peu ça que je voudrais aussi montrer dans tout ce cours de culture numérique. Alors voilà, j'ai fait une introduction. On va redétailler dans les 11 cours qui suivent un certain nombre des points de vue qui ont été développés. Merci.